Vous écoutez Mister Radio. Alors, Villemur, comment trouvez-vous mon Chambertin? C'est un grand seigneur. Oui. J'ai longtemps hésité entre lui et mon Clos Vougeot 55. Ah, j'espère que le Clos Vougeot sera pour la prochaine fois. D'accord. Voulez-vous un fruit? Volontiers. Il y a longtemps que vous habitez ce pavillon? Ah oui, j'y suis né. Mon père l'a fait bâtir en même temps que l'usine. À sa mort, j'ai hérité les deux. Savez-vous que cette avenue en bordure du bois de Vincennes a beaucoup de charme? On se croirait en province. À l'automne, les arbres sont tout en or. C'est magnifique. Et alors, comme ça, vous ne vous mariez pas? Pour ça, mon cher, il faut être deux. En attendant, si j'en crois votre lapin à la moutarde, vous êtes une excellente maîtresse de maison. Oui, j'aime bien faire la cuisine. Ça n'a que l'inconvénient de laisser mon invité devant la télévision pendant que je fais mes sauces. Ah, ça doit être Daniel, vous permettez? Ah, je vous en prie. Salut Bernard. Salut vieux, je suis content de te voir. Ça va? Oh non, pas très bien. Et qu'est-ce que tu as? Si tu pouvais me le dire. Pas de la fatigue, des angoisses. C'est nerveux, mais j'y peux rien. Ah, tu travailles trop. Et si tu continues comme ça... Ah, il faudra bien mourir de quelque chose. Tiens, je te présente mon vieux copain, Daniel Volney, Monsieur Jean Villemur. Monsieur, Tu m'excuses de ne pas t'avoir invité à dîner, nous avions à régler une affaire importante, tu te seras embêté. mais je t'en prie. Tu m'as apporté ton manuscrit? Voilà. Merci. Parfait. Mais je tenais à l'avoir ce soir parce que je vois l'éditeur demain matin à 9h. Oh, il va te le prendre, j'en suis sûr. Oh, qu'il le lise d'abord. Allez, tiens, offre-moi un petit coup de ton Chambertin, là. Et après, je file. Non, pas question, nous prenons le café chez Gilbert. Écoute, tu m'excuseras auprès de lui, mais il faut que je rentre, j'ai un rapport à terminer. Tu vas pas lui faire ça. Quand il a su que tu venais, il m'a dit, voilà un temps fou, je n'ai pas vu Daniel, amène-le-moi pour le café, je compte absolument sur lui. Alors on y va tous les trois. Oui. Bon, bah alors, tout de suite. Mais je reste un quart d'heure et pas une seconde de plus. Comme tu voudras. Ah, excusez-moi. Allô? Allô? Allô, Bernard? Oui, c'est moi, bonsoir. Je vous dérange? Jamais, vous le savez bien. Comment ça va? Un petit peu mieux? Oh, pas trop, non. Mais vous avez pris les gouttes que je vous ai indiquées. Oui. Oui, alors persévérez et la prochaine fois, je reprendrai votre tension. D'accord. Vous me téléphonez pour... Eh bien, pour savoir comment vous alliez. Simplement? Oui, tout simplement. Oh, mais c'est trop gentil. Je n'aimais pas votre nervosité l'autre soir. Oui. Quand je vous entends, je me sens merveilleusement bien. Oui, l'idéal serait de vous avoir toujours auprès de moi. Ne demandez pas l'impossible. Ça ne devrait pas être tellement impossible. Allons, dites pas de bêtises. Un de ces jours? Oui, je vous appellerai demain. Si vous voulez. Bonsoir.
Bonsoir. Inutile de demander si c'était Hélène. C'était Hélène. Comment va-t-elle? Très bien. Bon, excusez-nous, Villemur, nous parlons d'une de nos jeunes amies. Oui, une fille assez formidable d'ailleurs. Interne des hôpitaux, belle, intelligente, courageuse. Ah, ça, c'est celui qui l'épousera. Oui, en tout cas, que ce soit toi ou un autre, c'est pas pour ce soir. Hein. Alors, si tu veux bien, on file chez Gilbert. Bon, filons chez Gilbert. Allez. Allez, voilà. Commissaire divisionnaire Masseret, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez bien entrer dans ce bureau, s'il vous plaît. Oh. Il est mort? Vous savez, un coup de poignard dans le cœur. Le corps est encore tiède, ça ne date pas de longtemps. Qui est-ce? Gilbert Larocque, un ami. Nous sommes ici chez lui. Qui êtes-vous, monsieur? Bernard Guéret. Gilbert était le directeur technique de mon usine, un vieux copain de promotion. J'habite le pavillon d'à côté. Mes amis étaient chez moi, nous étions invités à venir ici prendre le café. Nous avons d'abord été surpris de trouver la grille du jardin ouverte. Nous traversons le jardin, nous sonnons. Pas de réponse, pas de lumière. Nous faisons le tour et nous entrons par la cuisine. Gilbert était dans le bureau. Oui, j'ai vu tout de suite qu'il était mort. Oui, nous vous avons téléphoné. Morel, tu fais le nécessaire pour le labo. René, tu veux noter l'identité de ces messieurs? Vous êtes? Bernard Guéret, industriel à Vincennes. J'ai une usine de matériel électrique. Et vous, monsieur? Jean Villemur, ingénieur conseil. Et moi, Daniel Volney, conseiller référendaire à la Cour des comptes. Je vous remercie. Voyons. Connaissiez-vous ce poignard? Appartenait-il à la victime? Oui, il s'en servait comme coupe-papier. Quand l'avez-vous vu vivant pour la dernière fois? Ce soir, à 8 heures. Moi aussi, j'étais avec monsieur Guéret. Vous vous trouviez à quel endroit? Devant la grille de cette maison, il est rentré chez lui. À quelle heure avez-vous découvert le corps? Oh, 9h10, 9h15. L'assassinat a donc eu lieu entre 20h et 21h15. Avez-vous une idée de ce qu'il a pu faire pendant ce laps de temps? Il attendait quelqu'un à 20h30. Il nous l'a dit avant que nous nous quittions pour aller dîner. Je ne vois pas, Villemur, pourquoi vous mentionnez ce rendez-vous. Daniel et moi pouvons témoigner qu'il s'agit d'un garçon au-dessus de tout soupçon. De qui parlez-vous? Laissez donc. Excusez-moi d'insister, vous semblez vouloir épargner un ami, monsieur Guéret, c'est un sentiment qui vous honore, mais vous comprendrez que j'ai le plus vif désir de connaître une personne qui avait précisément rendez-vous avec la victime à 20h30. Son nom, je vous prie, son adresse. Bien, Marc Belmont, 8 rue Campagne Première. Naturellement, moi, je suis de la ville Bernard. Marc ne peut être soupçonné un seul instant d'avoir tué un ami. Je ne demande qu'à vous croire. Maintenant, messieurs, je me vois obligé de vous demander où chacun de vous se trouvait entre 20h et 21h15. Monsieur Villemur. Eh bien, j'ai travaillé tout l'après-midi à l'usine avec Gilbert Larocque. Puis, vers 8h, son patron et moi l'avons reconduit jusque chez lui. Cette maison est mitoyenne avec celle de monsieur Guéret, chez qui j'ai dîné. À 9h, monsieur Volney est arrivé et nous sommes venus ici tous les trois pour prendre le café. Vous savez le reste. Vous, monsieur le conseiller, vous n'avez pas dîné avec ces messieurs? Non, ils avaient à parler à faire. De 8h à 9h, j'étais au Marronnier. C'est un petit restaurant tout près d'ici. Je vous remercie. Et dites-moi maintenant, les relations entre ce monsieur Belmont et la victime étaient-elles bonnes? Excellente. Bon, enfin... Daniel, je t'en prie. Écoute, notre rôle, Bernard, est d'éclairer la police. Elle est suffisamment prudente pour ne pas tirer de conclusions hâtives de faits que nous n'avons tout de même pas le droit de cacher. Non, monsieur le commissaire, la femme de Marc Belmont était la maîtresse de Gilbert. Ah. Le mari le savait? Oui, Christine avait demandé le divorce. Il y avait consenti? J'ai cru comprendre qu'il avait du tirage et que Gilbert avait convoqué Marc pour lui offrir la forte somme. Pour acheter la liberté de sa maîtresse. Il voulait l'épouser. Ce Belmont a une belle situation? Pour tout dire, il est artiste peintre. Et pour réussir dans ce métier,
Ah, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles sa femme voulait le quitter. Je vous remercie. René, Oui. tu vous convoques ce monsieur Belmont pour demain matin 9h. Bien, patron. Entrez, Commissaire Masseret, s'il vous plaît. c'est moi. Bonjour monsieur, je suis Marc Belmont. Ah, très bien. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes artiste peintre, m'a-t-on dit. Oui. Vous vous intéressez à la peinture? Ma misère, oui. Vous en faites vous-même? Quelquefois, le dimanche. Un jour, j'ai visité une exposition des artistes de la préfecture. Oui. Eh bien, il y avait sur la quantité quelques toiles remarquables. Oh, pardon. Ne vous gênez pas, je vous en prie. Mais si vous le voulez bien, nous allons quitter la peinture pour l'assassinat, considéré également comme un des beaux-arts. Il s'agit, vous n'en doutez pas, n'est-ce pas, de l'assassinat de votre ami Gilbert Larocque. Ne m'en parlez pas. Parlons-en, au contraire. Je viens d'apprendre la nouvelle par le journal. Que s'est-il passé? Ah, ce serait plutôt à vous de me le dire. Moi? Oui. Pourquoi? Vous n'aviez pas rendez-vous avec lui hier soir? Première nouvelle. Gilbert Larocque a déclaré à 2 personnes dignes de foi qu'il vous attendait chez lui à 20h30. Non, mais qui sont ces plaisantins? Messieurs Guéret et Villemur. Villemur connaît pas. Et Guéret, vous connaissez? Très bien. Le croyez-vous capable de mentir? Non, mais je ne m'explique pas. Vous niez donc être allé hier soir à 20h30 voir Gilbert Larocque dans son pavillon de Vincennes. Formellement? Alors à cette heure-là, où étiez-vous? Dans mon quartier, j'ai beaucoup travaillé et j'ai fait à pied le tour du cimetière Montparnasse. Ah oui? Quelqu'un pourrait en témoigner? Ah non. Si j'avais pu prévoir, Ouais, donc pas d'alibi. je le regrette bien. Je vous rassure tout de suite. Quelqu'un vous a vu. Hein? Pas autour du cimetière Montparnasse. Et où alors? Vous n'avez pas reconnu le gros monsieur qui attend dans le couloir? Non? Lui vous a reconnu. Quand vous êtes entré, il me faisait dans votre dos des signes éloquents. Nous allons vous mettre en présence l'un de l'autre. Monsieur Vaison, s'il vous plaît. Voilà. Ah, commissaire. Je commençais un café. Vous avez compris mes signes, hein, c'est lui. Il a d'ailleurs la même canadienne et les mêmes gants qu'hier soir. Mais qui est cette personne? Hier soir, en sortant de chez M. Larocque. Il a peut-être pas bousculé, non? Les yeux hagards. À peine si vous vous êtes excusé. Puis vous avez filé comme si vous aviez déjà la police aux fesses. Moi? Oui, vous. Vous n'avez pas me traité de menteur parce que alors mon petit gars, ça irait mal, hein? Je promenais mon chien après le dîner. Vous êtes sorti du jardin comme un diable d'une boîte et vous m'avez bousculé. Osez dire que c'est pas vrai, hein? Osez. Je m'en souviens pas. Ben pour Dieu, pourtant je suis assez gros. En sortant, vous ne vous rappelez pas avoir heurté quelqu'un? Ah non! Enfin, c'est-à-dire que je... Trop tard. Vous venez de vous couper. C'est vous qui êtes sorti de chez Larocque à 20h40. Ah ben oui, là, je le reconnais. Vous êtes content? Alors pourquoi m'avoir soutenu que vous n'étiez pas allé à Vincennes? Parce que j'ai peur, figurez-vous, parce que j'ai peur. Je me sens traqué par une espèce de fatalité qui va vous amener à conclure de la meilleure foi du monde que j'ai assassiné Gilbert. Aviez-vous, oui ou non, rendez-vous avec Larocque? Et oui ou non, y êtes-vous allé? Oui. Mais je ne l'ai pas vu. Sans blague. Je vous le jure. Racontez-nous ça. D'abord, j'ai été surpris de trouver la grille ouverte. J'ai traversé le jardin, je suis allé sonner au perron. Personne ne m'a ouvert. À l'intérieur, pas de lumière. J'ai appelé, rien. Alors je suis reparti. Et vous n'avez pas eu l'idée de tourner autour de la maison et d'entrer par la cuisine? Je ne vois pas pourquoi. Je viens voir quelqu'un, je ne trouve personne, je repars. Je me suis dit, il y a eu un malentendu, ou alors Gilbert a été obligé de s'absenter sans avoir eu le temps de me prévenir. Oui, j'ai heurté monsieur, c'est vrai. Mais je n'avais pas les yeux hagards. Avouez qu'il n'y avait vraiment pas de quoi. Et si je suis parti d'un pas vif, c'est qu'il faisait froid et que j'étais furieux d'avoir perdu ma soirée. Vous n'avez donc pas vu monsieur Larocque? Mais je vous ai dit que non. Ah ça, mais est-ce que vous me prenez pour un imbécile, vous? Vous espérez vous en tirer avec un mensonge de plus? Mais puisque je vous répète... Une seconde. Monsieur Vaison, je vous remercie d'être venu si spontanément m'apporter votre témoignage. Ah, le devoir de tout bon citoyen. Oui, oui. Soyez gentil d'attendre encore un peu dans le couloir. Oui. Nous vous ferons signer votre déposition tout à l'heure. D'accord. Dites, il y aura un photographe. Ah non, jamais le samedi. Oh, dommage. À nous deux maintenant. Quel était, monsieur Belmont, le but de votre rendez-vous avec Larocque? Ça ne vous regarde pas. On n'est pas ce ton, voulez-vous? Je suis nerveux, excusez-moi.
Vous connaissiez la relation de votre femme avec la victime? Naturellement. Elle vous avait demandé le divorce? Oui. Et vous refusiez pour emmener Larocque à acheter aussi cher que possible votre acceptation. Et qui a pu vous raconter une énormité pareille? Mais jamais de la vie! J'ai toujours été d'accord pour divorcer, trop content qu'un autre me débarrasse d'une femme invivable. Vous ne pouviez pas subvenir à ses besoins. Ah non, 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 n'exagérons rien. Je suis un peu bohème, d'accord, mais ma femme n'a jamais manqué de rien. C'est elle, commissaire, qui a voulu m'épouser, parce qu'un malheureux critique avait écrit que j'étais le fils spirituel de Picasso. Alors elle voyait des milliards à l'horizon. Il a fallu déchanter, moi je n'y peux rien. Personnellement, j'aurais aimé avoir une compagne qui est autre chose qu'un coffre-fort à la place du cœur. Larocque vous avait convoqué pour vous offrir de l'argent. Ah non, 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 pardon. Ce rendez-vous, c'est moi qui l'ai demandé. Avant de savoir qu'il était l'amant de ma femme, j'avais accepté qu'il me prête 10 000 francs. Et je devais les lui rendre en fin de mois. Et je voulais lui demander un délai. Oui, j'expose en ce moment à Lucerne. Je commence à vendre pas mal, mais je n'aurai l'argent que dans 6 semaines. Il aurait sûrement accepté. Entre lui et moi, il n'y avait aucun motif de conflit, pas même ma femme. Je suis navré, Belmont, mais vos paroles ne sont étayées par rien. Absolument rien. Tandis que par ailleurs, les charges les plus sérieuses s'accumulent contre vous. Ce rendez-vous de 20h30, vous avez commencé par le nier. Moi, comptant qu'à l'heure du crime, vous promeniez dans votre quartier. Il a fallu un témoin pour vous obliger à avouer qu'à ce moment-là, vous étiez bien chez Larocque. Ah, mais pas chez lui, dans son jardin. Non, ne persistez donc pas à nier l'évidence. Vous avez eu une altercation à 20h40, vous sortiez de chez lui, les mains gantées, les yeux hagards, mais... vous éloignant au plus vite du lieu où vous veniez de tuer l'amant de votre femme. Si, supprimant du même coup un créancier que vous ne pouviez pas rembourser. Mais c'est faux! Mais je vous jure que je suis innocent! On vous en expliquera avec le juge d'instruction. Voilà, ma pauvre Hélène. Le juge d'instruction conclut lui aussi à la culpabilité de Marc. C'est la cour d'assises. Mais en mettant les choses au pire, que risque-t-il? Ben, 20 ans de réclusion. Mais c'est pas possible, voyons. Je connais Marc. Il est incapable de tuer un homme, même sous le coup de la colère. Un moment de folie, peut-être. Mais des aliénés, Bernard, j'en vois toute la journée. Je peux vous assurer, moi, que Marc est parfaitement sain d'esprit. Non, il s'est passé autre chose. Il s'est sûrement passé autre chose. Et quoi, hein? Comment le savoir? Enfin, je vous remercie. Vous êtes gentil de vous être rendu si vite à mon appel. J'avais hâte de savoir. Vous aimez beaucoup Marc? Oui. J'ai pour lui une grande affection. Il était très seul. Nous sortions souvent ensemble. Nous visitions des expositions, nous allions à des concerts. Nous passions des bouquins. J'aimais son humour, sa finesse. Peut-être aussi ses réactions de grand gosse naïf. Tout ce que déteste sa femme. Oui. Il va vous manquer. Beaucoup. Hélène, quand vous vous sentirez seule, appelez-moi. Oui, merci. Je suis prêt, moi aussi, à aller voir les tableaux, à écouter de la musique, vous m'apprendrez. Ça vous ennuierait beaucoup. Je m'y mettrai. Vous savez bien que, pour vous, je serais capable, je ne sais pas moi, d'apprendre l'histoire de l'art par cœur et d'acheter tous les disques. Je n'en demande pas tant. Hélène, si vous vouliez, je me sens tellement capable de vous rendre heureuse. Mais il est temps de vous marier, que diable. Quand vous rentrez de l'hôpital, vous n'aimeriez pas retrouver un compagnon attentif, tendre, sur qui vous pourriez compter? Un jour, vous m'aviez confié votre rêve. Créer une clinique modèle pour les enfants inadaptés. Cette clinique, je vais bientôt être en mesure de vous l'offrir. Voyons, qu'est-ce que vous racontez? Voici bientôt 10 ans, Hélène, que je travaille sur des accumulateurs ultra-légers. Mes derniers essais sont décisifs, ce n'est plus qu'une question de semaines. Grâce à mon invention, le public va posséder la voiture électrique sans carburant, puissante, rapide, silencieuse. En 3 minutes et pour un prix dérisoire, n'importe quelle station rechargera vos accumulateurs pour un parcours de 300 km. Vous imaginez bien cette révolution dans le monde automobile et les contrats que je signerai avec les constructeurs. Les résultats financiers seront incalculables.
Voilà, Hélène, ce que je peux vous offrir. Je m'en réjouis pour vous, Bernard. Et je vous envie à la pensée de tout le bien que vous pourrez faire avec tant d'argent. Mais il ne tient qu'à vous d'en disposer. Ah, mais je ne peux pas encore vous répondre. Tout ça est si grave. Je vais d'abord terminer ma thèse. Après, nous en reparlerons. Pas avant. Encore attendre. Je n'endors plus, moi. Eh bien, vous allez avoir tout le temps nécessaire pour vous soigner, pour retrouver un équilibre compromis probablement par un excès de travail. Il ne faudra rien négliger pour cela, Bernard, dans votre intérêt. Et dans le nôtre. Dans le nôtre. Oui, vous avez raison. Mais que faut-il faire? Ce que vous m'avez donné jusqu'ici a été inefficace. Vous ne pouvez pas m'indiquer quelque chose qui me délivre radicalement de cette fatigue, de ces angoisses? Il y a bien un nouveau produit américain qui donne de bons résultats. Bien, alors essayons-le. Vous en avez ici? Chez vous, peut-être? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des piqûres intraveineuses. Ah. Souvent, une suffit. Nous pouvons essayer une première injection. Vous déciderez vous-même s'il y a lieu ou non de continuer. Vous pourriez me faire ça tout de suite, oui? Mais oui, si vous voulez. Bon, alors, exécution. ôtez votre veston Oui. et relevez votre manche. Voilà. Je vais d'abord prendre votre tension. Bonjour, monsieur le juge. Je suis Daniel Volney. Monsieur le conseiller. Voici mademoiselle Hélène Ferrière, dont je vous ai parlé. Monsieur le juge. Mademoiselle, si vous voulez prendre place, vous connaissez le commissaire Masseret? Bonjour, monsieur Volney. Je n'ai pas l'honneur de connaître mademoiselle. Monsieur le commissaire. Monsieur le conseiller, nous voici donc réunis, comme vous me l'avez demandé. Notre désir étant de faire toute la lumière sur l'assassinat de Gilbert Larocque, si, comme vous me l'avez dit au téléphone, vous apportez un élément nouveau à l'instruction, nous vous écoutons avec le plus grand intérêt. Eh bien, messieurs, nous venons, Hélène Ferrière et moi, vous déclarer que Marc Belmont est innocent et vous allez en avoir la preuve irréfutable. Parlez. Eh bien, voici, monsieur le juge. Bernard Guéret, le patron de Gilbert Larocque, est un de mes amis. Il souffre de fatigue, d'angoisse, et j'ai été amenée à lui donner quelques conseils médicaux sans grand résultat. Hier dimanche, il est venu chez moi. Et comme il souffrait toujours d'inexplicables anxiétés, j'en suis arrivée à lui conseiller l'injection intraveineuse d'un produit qui délivre parfois mes malades de leurs troubles. Enfin, disons que tout au moins, il permet aux médecins d'explorer chez le patient certaines zones de son inconscient et d'annihiler certaines réticences, voire des simulations qui ont pu jusqu'ici gêner le diagnostic. Grâce à cette injection, j'ai donc mis Bernard Guéret en état de subnarcose amphétaminée, c'est-à-dire dans un état qui n'appartient ni au sommeil, ni à la veille, mais un état où l'âme se sent encore mais ne raisonne plus. Je suis restée penchée sur lui, mon visage au-dessus du sien, à lui parler, à observer ses réactions. Et il a d'abord été pris comme prévu d'un léger vertige et d'une passagère difficulté de prononciation. Puis peu à peu, il s'est décontracté, et puis il s'est totalement détendu, et enfin plongé dans une douce euphorie, il a pu me répondre. Et notre conversation, j'ai eu l'idée de l'enregistrer sur ce magnétophone. Je vous demande la permission de vous la faire entendre. Si vous y tenez. Je tiens à souligner que les soupirs et les gémissements de Bernard Guéret ne sont aucunement dus à une souffrance, si légère soit-elle. Non, au contraire, ils sont le fait d'une réelle libération. Tout ce qu'il dit n'a pour lui aucune importance. À l'exception peut-être d'une ou deux réticences sur lesquelles je n'ai pas insisté, y revenant par la suite sous une autre forme. J'ai obtenu ainsi des renseignements intéressants. Oui, autrement dit, vous l'avez soumis à l'influence de ce que les journalistes appellent le sérum de vérité. Oui. Oui, c'est cela, monsieur le juge. Et que recherchiez-vous? Eh bien, je soupçonnais Bernard d'en savoir beaucoup plus long sur l'assassinat de Gilbert Larocque qu'il ne voulait le dire. Et je ne m'étais pas trompée. Si vous voulez bien écouter, je vous demande seulement 5 minutes d'attention.
vous sentez-vous? Étourdi. Un petit peu étourdi. Oui, c'est normal, ça va passer. Comment ça va? Oh, mieux. Beaucoup mieux. J'ai l'impression de faire du vol à voile. Vous en avez déjà fait? Oui, autrefois. Vous me l'aviez jamais dit. Il reste encore tant de choses à vous dire. Du vol à voile, oui, c'est ça, oui. Le ciel est bleu. Quelques petits nuages blancs, le vent glisse. C'est agréable? Très. Emmenez-moi. Je peux pas. Bernard, je suis contente. Je pense à votre travail. Cette voiture que l'électricité va faire courir dans le silence, comme un conte de fées. Cette fortune, pour moi tout seul. Une telle invention. Je vais finir par croire que vous êtes un génie. Pas moi. Le génie, ce n'est pas moi. Ah. Qui alors? Je le déteste. Je l'ai toujours détesté. En boîte, il réussissait toujours tout. Il réussissait tout, toujours. Et encore, il possédait la femme de sa vie. Moi, non. C'est lui. C'est lui, le génie. De qui parlez-vous? Est-ce que je le déteste encore maintenant? Oh non. Il est parti loin. Loin. C'est de Gilbert que vous parlez? Gilbert? Ah oui, c'est vrai, il s'appelait Gilbert. Vous voyez, même son nom n'existe plus. Je reste tout seul. Gilbert a beaucoup travaillé à votre invention, n'est-ce pas? Je lui disais, tu y laisseras ta peau. Il y a laissé sa peau. En somme, c'est lui l'inventeur. C'est lui qui a trouvé tout seul toutes les formules. Naturellement, puisque je vous le dis. Il faut me croire. Hélène, nous restons tous les deux seuls. Cet argent, tout cet argent. Bernard, ce n'est pas Marc Belmont qui a tué Gilbert, n'est-ce pas? Bernard, il faut me répondre. Celui qui a tué Gilbert, ce n'est pas Marc. Il s'est cassé le nez contre la porte fermée. Comme Daniel, comme moi, comme Villemur. Tous les quatre, on s'est cassé le nez. Le mort dormait à l'intérieur. Et donc pas Marc qui a tué Gilbert. Puisque je vous dis que non, il faut me croire. Personne ne l'a tué. Personne. Il s'est suicidé? Mais non. Et puis, laissons tous ces gens, ils nous ennuient. Bernard. Le poignard. Oui, le poignard, oui. Le couteau dans la plaie. 3 gouttes de sang sur mon gant. 3 gouttes de sang sur votre gant? Oui. Comme 2 petits yeux. Et un petit nez. Gilbert avait sorti le dossier du coffre, n'est-ce pas? Et quand il a été mort, vous l'avez pris et vous vous êtes sauvé. Comment le savez-vous? Et pendant ce temps-là, Villemur attendait devant la télévision. Il vous croyait à la cuisine. Et à la table. Et ce gant, votre gant avec les 3 gouttes de sang, qu'est-ce que vous en avez fait? Un petit bateau au fil de l'eau. J'arrête, monsieur le juge, car le reste de l'enregistrement ne nous apporterait rien. Quand j'ai eu appris ce que je voulais savoir, j'ai laissé Guérès se reposer. Oui, l'effet de la piqûre ne dépasse pas 15 minutes. Il s'est relevé comme un peu ivre, et progressivement, il a retrouvé ses facultés. Je l'ai gardé auprès de moi aussi longtemps que j'ai estimé imprudent de lui laisser conduire sa voiture, et quand il m'a quitté, j'étais tout à fait tranquille.
Et s'est-il rendu compte de ce qu'il vous avait dit? Non. Non, il se rappelait avoir tenu une conversation dont les termes lui échappaient totalement, un peu comme après un rêve ou un cauchemar. Pour lui, une seule chose comptait, l'euphorie dans laquelle il se trouvait. Est-ce parce que vous aviez l'intention de le soumettre à cet interrogatoire que vous l'avez amené à accepter la piqûre? Oui. Oui, je n'avais qu'une idée, le faire parler. C'est moi qui lui avais demandé de venir. Je savais son état psychique déficient. La subnarcose allait peut-être me permettre de découvrir les raisons de ses angoisses et de le soigner en connaissance de cause, mais aussi j'étais déterminée à lui faire dire tout ce qu'il savait sur l'assassinat de Gilbert. Vous le soupçonniez donc? Peut-être, je ne sais pas. Et pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Parce que Monsieur le juge, Bernard n'est pas un enfant de cœur. Il a su profiter du rendez-vous de 20h30 pour laisser accuser un innocent et commettre un crime parfait. Il n'y a aucune preuve contre lui. Faire avouer de sang-froid n'est pas davantage imaginable. Seule la torture pourrait l'y forcer. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à employer la subnarcose. Et vous avez entendu le résultat. Nous connaissons maintenant la vérité. Enfin, vous êtes bien de notre avis, monsieur le juge, cet enregistrement innocente Marc Belmont. Oui, oui. Oui, et Guéret, là, s'accuse clairement d'avoir assassiné Gilbert Larocque. Mais vous allez donc libérer Marc et arrêter Bernard? non. Que dites-vous? Et je dis non, hélas, mademoiselle, car la loi m'ordonne de considérer cet enregistrement comme nul et non avenu. Vous pouvez le brûler, je ne puis en tenir aucun compte. Il s'agit de libérer un innocent, de punir un coupable. Mon devoir est d'aller jusqu'à oublier ce que vous m'avez fait entendre. Mais enfin, pourquoi? D'abord parce que rien ne prouve que cette voix est bien celle de Guéret. Et ensuite parce que dans son contexte, le déroulement de la conversation aurait pu être truqué. Écoutez, monsieur le juge, je vous l'affirme solennellement, c'est Bernard Guéret qui a parlé. Et la bande est telle qu'elle a été enregistrée. C'est moi qui ai réalisé cet enregistrement, caché dans la pièce contiguë à celle où se trouvaient Hélène et Guéret. J'espère que vous ne mettez pas ma parole en doute. Mais loin de moi une telle pensée, monsieur le conseiller. Seulement, je suis magistrat. Et comme tel, je dois être le premier à respecter la loi. La chose a été maintes fois jugée. Un aveu enregistré sur bande magnétique ne constitue pas une preuve. Oui, en raison d'un doute possible concernant son authenticité. Oui. Et alors il est grand temps de modifier la loi parce que, aujourd'hui, n'importe quel bon technicien du son est à même d'expertiser une bande. Aussi bien en ce qui concerne la voix que les coupures, collages et réenregistrements éventuels. Enfin, c'est l'enfance de l'art. Enfin, le problème ne me semble pas, monsieur le juge, de savoir avec quoi on a enregistré. Mais ce qu'on a enregistré et dans quelles conditions. Enfin, pourquoi proscrire un moyen mécanique alors que, pour la recherche d'indices matériels, toutes sortes de procédés scientifiques sont admis? Je ne vois pas la raison pour laquelle il serait défendu d'employer un témoin robot alors qu'on écoute toute la journée des témoins vivants qui se trompent ou qui mentent. Il y a une seconde raison, mademoiselle, beaucoup plus grave encore. Vous avez fait une chose formellement réprouvée par la loi. Vous avez violé une conscience. C'est un procédé déloyal. Oh, déloyal? Eh oui. Vous avez commencé par affaiblir les facultés de résistance de M. Guéret. Puis, l'ayant mis dans l'impossibilité de lutter à armes égales, vous avez sondé sa pensée et tenté de faire remonter du tréfonds de son être des choses qu'en état normal, il vous aurait cachées. La loi considère comme nul tout propos tenu au cours d'un interrogatoire par un prévenu ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales. Le respect de la dignité humaine est pour nous un principe sacré. L'article 879 du Code pénal spécifie que le magistrat ne peut en aucun cas extorquer un aveu par la ruse ou la violence. Il n'y a pas eu de violence. Et si. Votre procédé est le même que celui de la torture, puisque tous deux ont pour but d'annihiler les facultés de résistance du prévenu. Alors vous préférez un adversaire qui vous dit sciemment des mensonges? Je lui laisse ses armes, mademoiselle. Et le mensonge en est une. Et le code est à ce point formel qu'avant d'interroger un prévenu, le magistrat ne peut en aucun cas lui faire jurer de dire la vérité. Chaque fois que cela s'est produit, la Cour de cassation a annulé la sentence. C'est aberrant. Enfin, mademoiselle. Qui vous prouve que les aveux recueillis sur cette bande ne sont pas les fruits d'une imagination troublée par le produit injecté. Ah, vous avez plongé votre patient dans une sorte de rêve
Qui n'a rêvé, au moins une fois dans sa vie, avoir volé ou tué son voisin? Qui n'a rêvé d'une noyade ou d'un accident imaginaire? Et les gens qui rêvent tout haut, que de sottises ne disent-ils pas? Vous avez fait plus. À plusieurs reprises, vous avez été agent provocateur, en l'amenant à répondre, mais oui, sur des détails qui, à ce moment-là, ne hantaient même pas son esprit. Enfin, s'il n'avait pas tué son ami, croyez-vous qu'il aurait répondu comme il l'a fait? Mais enfin, monsieur le juge... Enfin, moi, si vous me soumettiez à un tel interrogatoire pour savoir si j'ai tué à Palma de Majorque un capitaine nommé Fernandez, rien ne pourrait remonter de mon subconscient puisque je ne connais aucun capitaine espagnol et que je ne suis jamais allé à Palma. Mais bref, que voulez-vous? Que j'arrête Guéret et qu'il soit condamné à 20 ans de réclusion sur la seule foi de cet enregistrement, parce qu'il n'avouera jamais, il n'y a aucune preuve contre lui, pas d'empreinte sur le poignard, quant au gant, il est au fond de la Seine. Et non, croyez-moi, ce n'est pas ainsi qu'on peut rendre la justice. Tenez, j'ai là, dans un dossier sur le pain total, une protestation à laquelle je souscris entièrement. Voici, elle émane de 2 sommités de la faculté de médecine. Ils disent entre autres ceci, tenez. L'exploration du subconscient d'un prévenu par un expert à l'aide de moyens pharmacodynamiques est inadmissible. Nous les acceptons à titre purement médical en tant qu'auxiliaire du diagnostic, mais l'expert ne peut en aucun cas faire état des révélations obtenues sous l'influence de ces substances fabriquées. Personne n'a le droit de priver un inculpé de son libre arbitre. Nous n'accepterons jamais des méthodes qui utilisent la chimie pour savoir si oui ou non il faut punir un être humain, car le droit français ne présente aucune équivoque quand il pose pour principe que tout individu est présumé innocent. Mais enfin, monsieur le juge, êtes-vous resté impassible quand vous avez entendu le coupable avouer son crime? Mes réactions d'homme privé ne regardent que moi, mademoiselle. Le magistrat que je suis ne devant considérer qu'une chose, cet aveu a été obtenu par un moyen déloyal. Ah non, monsieur le juge, je n'accepte pas ce mot. Mais il faudra vous y résoudre. Et admettre une fois pour toutes l'obligation dans laquelle je me trouve d'employer des méthodes dépourvues d'ambiguïté. Un jour, le juge d'instruction Moreau a été désavoué rien que pour avoir déguisé sa voix au téléphone. Un autre l'a été dans l'affaire de Tulle, pour avoir fait appel à l'hypnotisme. Et la correspondance. Quelles que soient les difficultés de l'enquête, la gravité du crime, l'abjection du criminel, il est interdit de violer le secret d'une lettre. Émile Augier a dit, rappelez-vous, il est une chose plus inviolable qu'un coffre-fort, c'est le cachet d'une enveloppe, car il est fragile. Oui, je sais. Il est également interdit de pénétrer sans mandat chez un citoyen et de surprendre une conversation téléphonique par table d'écoute. Et Dieu sait pourtant si la police s'en prive. Attention. Les fonctions de policier et celles de magistrat instructeur ne sont pas sur le même plan. Le policier est un enquêteur en contact direct avec le crime et les criminels. Le juge, lui, est placé, excusez-moi, serait sur un plan plus élevé. Il ne s'agit plus de police, il s'agit de justice. Un juge d'instruction qui s'affilierait à une bande de truands pour en faire avorter les projets se couvrirait de discrédit. Mais le gendarme Mallet, qui de cette manière a sauvé au XIXe siècle les caisses de la ville de Brioude, n'a fait que son devoir. Bien que les déguisements fussent formellement interdits à la gendarmerie. Ils le sont toujours d'ailleurs. Bon, enfin, puis-je savoir, monsieur le juge, ce que vous comptez faire? Mais rien que mon devoir. Vous pouvez emporter cet enregistrement. Je ne l'ai jamais entendu. Et enfin, avec ce que vous savez maintenant, vous n'allez pas libérer un innocent? Non. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cette réponse peut m'être pénible. Notre métier aussi a ses drames. Mais alors que faire? Nous en remettre à la décision des jurés. À moins que d'ici là intervienne une preuve légale de l'innocence du prisonnier. Ce que je souhaite plus encore, c'est l'aveu du coupable. Mais obtenu autrement que par des moyens proscrits par la loi. Alors, ceci dit, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et l'autre affaire m'appelle. À bientôt, j'espère. Mais oui, à bientôt certainement, monsieur le juge. Messieurs. À entendre ce fonctionnaire, on croit rêver. Oui. Enfin, il n'est pas possible qu'un homme digne de ce nom veuille oublier l'aveu d'un coupable qui, du même coup, libère un innocent.
Il ne peut pas en rester là. Il doit y avoir quelque chose à faire. Oui, mais attention, voilà le commissaire. Eh bien, commissaire, que pensez-vous de notre visite? Votre enregistrement a apporté au juge des éléments dont il ne peut malheureusement pas tenir compte. Et je le connais, il en souffre beaucoup. Oui. Mais moi, je ne suis qu'un policier. Et je peux encore agir. Je reprends l'enquête. Lorsque j'en ai parlé au juge, il m'a regardé en souriant et n'a pas répondu, qui ne dit mot consent. Visiblement, ma proposition répondait à son désir. Alors vous repartez à 0. Ah, non! Moi, je repars de l'enregistrement. Nous allons le réécouter ensemble et en tirer tout ce qui peut nous servir. Mais à quoi? À faire avouer le coupable. C'est gentil d'être venu, Hélène. Avez-vous dîné? Oui, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous voir au sujet d'hier. Oui, j'ai beaucoup pensé à la piqûre que vous m'avez faite. Vous avez éprouvé des malaises? Non, aucun, non. Dites-moi, quand j'étais sous l'influence du produit en question, nous avons bavardé? Oui. Et qu'avons-nous dit? Vous ne vous souvenez pas? Le peu qui flotte dans ma mémoire m'incite seulement à croire que vous avez abusé de ma confiance. Comment s'appelle le produit utilisé pour cette piqûre? Le nom scientifique ne vous dirait rien. Appelons-le, si vous voulez, sérum de vérité. C'est bien ce que je pensais. Il est étonnant de votre part que vous ne me l'ayez pas dit avant. Vous auriez refusé. Non, pourquoi? Je n'ai rien à cacher. Que vouliez-vous savoir? La vérité sur l'assassinat de Gilbert Larocque. Comment voulez-vous que je la connaisse? Ce n'est pas mon métier. Vous m'avez pourtant confié des choses fort intéressantes. Quoi donc, mon Dieu? Que Marc Belmont était innocent et que l'assassin, c'était vous. J'ai dit ça? Moi? Oui. Mais pas cru, je pense. Si, bien entendu. Ce n'est pas sérieux. Figurez-vous que, connaissant assez mal ces questions, je me suis documenté cet après-midi et je suis étonné de vous trouver en opposition avec la justice qui, elle, ne tient aucun compte des paroles prononcées sous l'effet de cette... comment appelez-vous cela? Subnarcose. Je ne pense pas que vous ayez perdu votre temps à aller raconter de telles sottises au juge d'instruction. Il est bien dommage qu'il n'en tienne aucun compte. Je veux espérer qu'un jour très proche, il sera permis de placer dans l'état de subnarcose toute personne sérieusement soupçonnée. Non pour l'accuser ensuite, mais pour utiliser certaines indications qui, elles, pourront mener à des preuves admises par la loi. Quand il s'agit de libérer un innocent, j'estime, moi, que tous les moyens sont bons. Et alors? Alors je suis partie de ce que vous m'avez raconté. J'ai fait tous les recoupements nécessaires, et je conclus que sous l'influence de la piqûre, vous avez dit la stricte vérité. Que je suis l'assassin de Gilbert. Ma petite Hélène, si c'est une plaisanterie... Non, je vous jure que je n'ai pas le cœur à plaisanter. Il y a une chose, Bernard, dont vous ne vous êtes pas assez méfié. Quoi donc? Daniel Volney était l'ami intime de Gilbert, qui lui parlait souvent de vous. Nous avons donc toujours su quand vous mentiez. Et vous avez beaucoup menti. Vraiment? Par exemple? Par exemple, Gilbert ne peut pas vous avoir dit être resté un temps fou sans avoir vu Daniel, puisqu'ils avaient dîné ensemble la veille. Premier mensonge. Pour obliger Daniel à aller découvrir le corps avec vous. Le témoignage d'un haut fonctionnaire n'étant pas à dédaigner. Par ailleurs, vous n'avez cessé de dire, à qui voulez-vous entendre, que vos affaires marchaient admirablement. Or, Gilbert, bien placé pour la connaître, s'inquiétait depuis longtemps de votre situation financière. Second mensonge. C'est tout? Non. Vous me dites à moi que votre invention est en bonne voie et que bientôt vous pourrez crier victoire, mais bientôt seulement. Troisième mensonge. En fait, Gilbert venait de confier à Daniel qu'il avait enfin réussi, qu'il allait faire une démonstration à la presse technique dans les 8 jours.
Il fallait donc vous hâter de supprimer Gilbert pour l'empêcher de déposer les brevets à son nom. Quant à lancer votre voiture électrique, il n'eût pas été prudent de le faire dès le lendemain de l'assassinat, car, quatrième mensonge, vous m'avez dit que ces accumulateurs ultra-légers étaient le résultat de vos efforts personnels, et vous l'avez dit à d'autres, ravalant Gilbert au rang de simple exécutant. Je le disais parce que c'était la vérité. Quand Gilbert se faisait passer pour l'inventeur, il mentait. Ce n'était qu'une imposture. Non. Je vous défie de me prouver le contraire. Daniel a vu le contrat signé par vous. Et ce contrat vous reconnaît 20% des bénéfices. Les études ayant été faites dans votre usine. Mais 80% à Gilbert et seulement 20% pour vous. Ah non, n'est-ce pas? Non. Il vous fallait tout. Vous l'avez tué pour lui voler ce contrat. Et aussi certaines formules qu'il enfermait précieusement dans son coffre. Sans elles, les documents gardés à l'usine s'avéraient incomplets, inutilisables, sans aucune valeur. Vous avez terminé? Non. Laissez-moi encore vous rappeler que votre crime avait un second but. Faire accuser Marc et l'envoyer en prison. Oui, vous espériez que, me retrouvant seul, sans lui, vous aviez toutes les chances de m'épouser. Il est votre amant, n'est-ce pas? Oui. Et c'est quand vous l'avez appris que vous avez conçu votre plan. Mais quel plan? Vous avez connaissance du rendez-vous de 20h30. Alors, vous imaginez de vous débarrasser par un seul crime des deux hommes qui vous gênent. Oui, il va vous falloir, Bernard, donner à la justice l'emploi de votre temps pendant les 10 minutes où vous avez laissé M. Villemur seul devant la télévision. J'étais à la cuisine, à la cave. Non. Vous avez couru chez Gilbert, Dieu sait sous quel prétexte. Vous lui faites ouvrir son coffre. Vous le tuez froidement. Vous volez le dossier qui contient les formules et le contrat et vous prenez la fuite. Non, ne dites pas non. On a ouvert le coffre cet après-midi. Le dossier n'y était plus. Laissez-moi rire. Vous croyez pas une telle imagination? Et les 3 gouttes de sang sur votre gant, je les invente? Amusant. Je vous ai parlé d'un gant avec 3 gouttes de sang. Oui. Oui. C'est qu'alors j'ai autant de fantaisie que vous. Alors ma chère, le chagrin vous fait dire n'importe quoi. Comme avec votre pharmacie, vous m'avez fait dire les plus charmantes folies. Heureusement que la justice est une femme sérieuse, sinon où irions-nous? Tout ce que vous venez de dire est faux, ma pauvre Hélène. Je n'ai jamais eu de contrat avec Gilbert, qui n'était chez moi qu'un salarié. Et je n'ai jamais volé de formule à qui que ce soit, pour la bonne raison que le seul inventeur, c'est moi. Dans ce cas, Bernard, je suis navré, excusez-moi. Bien plus, je vous pardonne. Ce que je vous ai raconté est faux. Alors, décidément, dans cette histoire, tout est faux. Pardon? Les formules que vous avez volées dans le coffre, mon pauvre ami, elles sont fausses, elles aussi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que votre coup est manqué. Que vous avez assassiné pour rien. Gilbert se méfiait de vous. Ces formules, les vraies, c'est Daniel qui les a en dépôt. Celles qui se trouvaient dans le coffre sont fausses, archi fausses. C'est pour me faire du mal que vous me racontez ça. Dites, c'est pas vrai. Assassin et voleur pour rien. Pour rien? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et si. Vous avez perdu sur tous les tableaux. Vous voilà aussi pauvre qu'avant. Et maintenant, vous allez être arrêté. Vous n'avez pas de preuves. Vous n'en aurez jamais. Si, monsieur Guéret. Nous en avons une maintenant. Ce commissaire, mais de quel droit? J'ai tout entendu, figurez-vous. Votre affolement en apprenant que les formules sont fausses équivaut à un aveu. Comment? Vous avez tué pour voler. Et quand vous vous voyez rouler, vos nerfs craquent. Vous montrez votre vrai visage. Mais... Tendez-moi vos poignets vite. J'ai idée que le juge d'instruction va être ravi de vous voir. Hélène, ce que j'ai fait, c'était pour vous. Et moi, Bernard, il faut que je vous demande pardon. À moi? Oui. Je vous ai menti. Gilbert n'a jamais donné en dépôt ses formules à Daniel. Celles que vous avez volées étaient les bonnes.